Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on s'intéresse à nos libraires bretons. Ils ont raflé 3 distinctions sur 15 lors de la dernière édition du Grand Prix des libraires 2021, décerné par le magazine Livre Hebdo. 3 lauréats donc. Le Grand Prix national des libraires vous a été décerné, Valérie et Benoît Louarn. 17 ans, vous êtes à la tête de la librairie du Renard à Paimpol. Solveig Touzé avec Ayla Sora, vous avez remporté le prix spécial du libraire de l'année. Vous avez fondé votre librairie La Nuit des Temps à Rennes il y a bientôt 5 ans. Et avec Evan, dans quelques minutes, nous retrouvons notre 3e lauréate, la librairie L'Établi des Mots à Rennes, distinguée pour son espace intérieur, c'est ça ? Ah, exactement, une Fantaire, un espace qu'on vous fera visiter tout à l'heure. Et surtout ici, c'est une librairie qui appartient à ses lecteurs. On vous dira tout ça dès que j'aurai fini de lire ce livre sur les 52 recettes de raclette. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et enfin, notre compagnie également ce matin, Marie-Cécile Grimaud, chargée de l'économie du livre auprès de la structure Livre et Lecture en Bretagne. Et en duplex de Paris, Anne-Laure Walter, rédactrice en chef de Livre Hebdo. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la parole d'abord à nos chers lauréats. Valérie et Benoît Louarn, vous avez rappelé quand même le Grand Prix. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Une reconnaissance de l'interprofession, ça c'était hyper important parce que nous on vient pas du sérail en fait, on avait une vie avant, d'autres métiers et on a fait vraiment un grand virage qui était un projet de vie, quitter la région parisienne, venir s'installer à Paimpol dans une petite ville. Donc au début ça a été dur parce qu'on avait toujours l'impression d'être, moi j'étais la caricature de la prof qui devient libraire. Donc vous y reviendrez tout à l'heure sur ce parcours. C'est lourd à porter et voilà, sinon c'était une super surprise en fait. Ça sonne comme une consécration, Benoît Louarn ? On s'y attendait pas du tout, ça a été une belle surprise, on était presque gênés, ça nous a vraiment fait très plaisir, c'est vraiment une belle reconnaissance. Justement, on va retrouver Madame Walter, de la rédactrice en chef de Livre Hebdo. Qu'est-ce qui a plu au jury sur le profil de Valérie et Benoît ? Il y avait un peu tout en fait. Il y avait vraiment les fondamentaux du métier de libraire, c'est l'image de la librairie aujourd'hui. C'est discret, sobre et en même temps complètement en accord avec les lecteurs, les clients. Ils ont été capables de s'adapter à tout et on leur a tout fait faire, le confinement, télé-renard. Vous avez un aménagement qui est parfait, vous êtes tout le temps en train de bouger l'intérieur de la librairie pour mieux coller aux clients. C'est vraiment l'image de la librairie aujourd'hui. Alors vous, Solveig Touzé, au contraire, vous n'avez pas postulé. Ça a été une surprise pour vous, ce prix de libraire de l'année ? Absolument. Le fait de faire partie de la sélection nous a beaucoup émus avec Ayla, beaucoup touchés, puisque avant même de recevoir le prix, faire partie de la sélection, c'était aussi une reconnaissance de nos pairs, une reconnaissance de notre travail. Et puis le fait d'avoir le prix après, c'était encore beaucoup d'émotions, de fierté, de joie, et on était absolument étonnés et ravis. Et ce prix, Anne-Laure Walter, c'est vraiment un choix de la rédaction. Qu'est-ce qui a fait mouche pour vous ? Alors en fait, l'idée de ce prix, c'est d'essayer de repérer dans l'année des libraires qui se démarquent un petit peu, qui sont en accord avec l'air du temps, comment est-ce qu'on pense son métier. Et c'est vrai que cette librairie féministe, écologique, qui est avec un assortiment assez réduit et pointu, sur des bonnes thématiques, ça nous a tout de suite plu. Après, pour les autres prix, c'est des dossiers qu'on reçoit, on en avait reçu 102. Et là, c'est la rédaction qui fait un choix de libraire. Et après, c'est tous nos lecteurs, à savoir les professionnels du livre, donc c'est des libraires, des bibliothécaires, des éditeurs, des auteurs, qui vont voter. Et le vote est massivement allé vers La Nuit des Temps. On a l'impression, quand on est élu libraire de l'année, Solveig Touzé. C'est hyper touchant. Enfin, c'est vraiment cette reconnaissance de nos partenaires de travail au quotidien. On ne touche pas trop tard depuis qu'on l'a reçu. Est-ce que vous avez fêté ça avec vos clients, habitués ou pas d'ailleurs ? Pas encore.
parce qu'il y a quand même des problèmes de jauge. On ne peut pas inviter les gens chez nous à boire un coup. Pourtant, on aimerait bien, mais on ne peut pas le faire encore. Par contre, c'est le nombre de personnes qui sont venues nous dire « Oh, c'est super, bravo ». Là, c'est vrai qu'on était... moi, j'ai souvent pleuré, quoi. C'est vrai que puis, voilà, ça me fait tout plein d'émotions, quoi. On regarde plein de choses en arrière, plein de choses devant. C'est une espèce de chamboulement, là. Nos clients étaient presque plus fiers que Que vous-même. Voilà, c'est ça qui était très touchant. Et vous aussi, ça a été bien accueilli, j'imagine? Oui, on a une clientèle qui est arrivée à la librairie en nous félicitant. Les gens ont vraiment repéré cette information et je pense que pour eux, il y a effectivement cette fierté que leur librairie de quartier ait une distinction. Eux, ça les valorise aussi énormément. Anne-Laure Water, juste une dernière question. 3 lauréats bretons sur 15. Qu'est-ce que ça dit de notre région en Bretagne? C'est une région dynamique pour les libraires indépendants? C'est une région ultra dynamique. On a fait un gros dossier là, en septembre sur les nouveaux libraires et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une ruée vers l'ouest, avec une attractivité de la Bretagne et de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour vous donner des chiffres, en Bretagne, en 2018, il y avait 4 créations de librairies, 2019, 7, 2020, 7, 2021, en juillet, on était déjà à 11. Donc c'est vraiment un endroit où on crée des librairies, des petites librairies indépendantes, et des librairies qui ressemblent à la librairie moderne d'aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Laure Water d'avoir été avec nous, rédactrice en chef de Livre Hebdo. Allez, on va partir retrouver le 3e lauréat prix de l'espace intérieur décerné à la librairie L'Établi de Meaux. On a envie de voir, Evan, à quoi ça ressemble. Grandeur nature. Eh ben, on va vous faire visiter cette librairie installée dans le quartier du Blône à Rennes. L'espace intérieur, il est derrière nous, mais ça, ce sera pour tout à l'heure si vous êtes sage. Moi, j'ai fini de lire mon livre sur les raclettes. Anne Fontaine, je t'invite à la maison la semaine prochaine. Nadège, vous êtes une des salariées de cette librairie. Tout à fait. Et vous allez nous faire la petite visite. Comme je le disais tout à l'heure, cette librairie, elle est coopérative. Concrètement, dans la gestion de ce commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, alors ça paraît abstrait comme ça, mais concrètement, on est 245 sociétaires environ. Et donc, potentiellement, chaque sociétaire peut s'impliquer, s'il le souhaite, ce n'est pas une obligation, mais dans la gestion de l'entreprise. Donc, effectivement, ça nécessite une organisation très horizontale et non pas hiérarchique comme dans une structure classique. Et alors vous faites partie de l'équipe des 3 salariés. Oui. Et vous êtes aussi sociétaire ou pas? Oui, tout à fait. Moi, j'ai acheté des parts sociales, j'ai acheté des petits bouts de la coopérative L'Établi des Meaux. Et ce concept, c'est le premier en Bretagne? Oui, on est la première librairie coopérative de Bretagne. Oui. Bon, on va faire un petit tour dans les rayonnages. Pendant ce temps-là, vous pouvez peut-être nous raconter comment est né ce projet assez inédit. Oui, alors il est parti de trois structures, dont 2 implantées sur le Blône, une maison d'édition, les éditions du commun et la conciergerie du Blône, le Petit Blôneur, qui avait l'envie de créer une librairie, mais sur ce quartier qui est un quartier particulier, puisqu'il est un quartier prioritaire de la ville, avec une grande mixité sociale, culturelle. Et voilà, c'est parti de cette envie-là d'offrir à ce quartier un espace, un lieu culturel. Ouais, ça change un peu du centre-ville, quoi. Voilà, tout à fait. Toutes les autres librairies de Rennes sont en centre-ville, ce qui est très bien aussi. Hein, mais voilà, donc nous, on avait envie d'être pas en périphérie, justement, mais en quartier. Oui. Alors, ça mérite d'être précisé. On parle de librairie coopérative avec des sociétaires. On pourrait faire un peu le parallèle avec une association, mais on est d'accord, vous ne fonctionnez pas avec des subventions? Non, on n'est pas une association. Une en fait, on est une structure commerciale qui doit faire son chiffre d'affaires annuel pour pouvoir payer ses salariés. On n'a pas de subvention publique. On fonctionne sur notre chiffre d'affaires. Mais on n'est pas associatif, on est coopératif, c'est pas tout à fait la même chose. Bon alors si comme moi vous êtes presque déjà dans les cadeaux de Noël, je vous conseille vraiment de venir ici, même si vous habitez pas à Rennes, ça vaut le déplacement, parce que vous avez une ligne éditoriale qui est chouette, répartie en 6 thématiques. Franchement depuis tout à l'heure j'arrête pas de voir plein de choses. Vous pouvez nous donner les 6 thèmes principaux? Oui, alors ces 6 thématiques ont été définies en collectif avec les coopérateurs et coopératrices. Et donc, effectivement, il y en a 6. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, on a la thématique faire. Donc, c'est faire soi-même, mais faire ensemble aussi. On a la thématique jeunesse plurielle. Donc là, c'est pour montrer un peu la pluralité des jeunesses, mais aussi des structures familiales. Voilà, on n'a pas forcément un papa, une maman. Oui. Enfin, voilà, des fois. D'ailleurs, on va par rapport à ce thème-là, parce qu'on a bientôt plus de temps. Il y a quand même des livres qu'on ne voit pas partout. Ah bah oui, c'est pas le bon. Voilà. C'est celui-ci. Donc en fait, on essaye de trouver des livres qui montrent des familles telles qu'elles sont réellement en France, mais qu'on ne montre pas
toujours en librairie et aussi dans les médias. Hein. Donc des familles monoparentales, homoparentales, des familles mixtes, voilà, tout. Donc c'est un travail aussi de recherche de livres pour avoir des livres qui traitent de ces thèmes-là ou qui montrent en fait des moments de la vie de tous les jours dans les familles. Oui, qui est vraiment proche du quotidien des gens. Quoi. Voilà, exactement. Bon, on a développé que 2 thèmes, il en reste 4, mais vu qu'on n'a plus le temps, il faudra revenir. On continuera à vous présenter des livres sympas, puis surtout on ira faire un petit tour dans les espaces intérieurs qui ont valu à cette librairie le fameux prix 2021 de l'espace intérieur. À tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Anne-Laure Walter parlait tout à l'heure d'une belle dynamique de l'Ouest. Marie-Cécile Grémont, on va faire un petit point. Comment se porte finalement le marché des librairies indépendantes en Bretagne en 2021 ? Eh ben, les librairies se portent étonnamment vraiment très bien depuis notamment le confinement où je crois que la librairie indépendante a vraiment marqué l'imaginaire culturel. Aujourd'hui, on compte 169 librairies en Bretagne, une librairie pratiquement pour 20 000 habitants sur tout le territoire régional, ce qui montre que le maillage territorial est assez dense. Et cette dynamique de création se poursuit puisque de nouvelles librairies s'ouvrent encore, certaines à la fin de l'année, d'autres en début d'année prochaine. Et on sait que chacune des librairies aujourd'hui continue son développement. On va revenir sur votre expérience à chacun ici. Alors, votre aventure, elle a commencé il y a 17 ans. En décembre 2004. Voilà, vous avez décidé de vous installer à Paimpol et ça a été un changement radical de vie, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas dans le milieu avant de vous y installer. Non, pas du tout. En fait, vas-y, parce que c'est toi qui as fait un stage d'abord. Oui, moi j'ai fait une petite formation à l'Institut national de formation de la librairie, à Montreuil à l'époque. Et puis on s'est lancé, on a mis toutes nos économies dans ce projet. C'est un projet qui a duré 9 mois, tout compris. On a tout fait nous-mêmes, y compris les meubles, l'électricité, la peinture. Et on n'y connaissait rien, donc on a démarré dans 70 mètres carrés avec 5000 références, nous deux. Et puis petit à petit, ça s'est bien passé, ça s'est amélioré. On a réussi à trouver notre chemin. Et puis les clients nous ont aidés, on a commencé à s'agrandir en 2008. On a mis 30 mètres carrés de plus dans la librairie, on a construit dans la cour en fait. Hein. Et puis petit à petit, plus de références, on a embauché. Et puis on s'est agrandi une dernière fois en 2015. On a maintenant une librairie qui fait 200 mètres carrés dans une ville de 7000 habitants. On est 6 salariés, enfin 6 libraires à temps plein. Voilà, on est nous-mêmes surpris de cette progression et du fait qu'on est capable d'avoir aujourd'hui une librairie avec 17 000 références, 200 mètres carrés dans une ville de 7 000 habitants. Et 17 ans, c'est une belle longévité pour une librairie en Bretagne, Marie-Cécile Grémont. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de librairies qui sont présentes sur le territoire depuis plusieurs années. Ouais. Je pense à la librairie Port-Maria à Quiberon, Auray, on a la librairie Vent de Soleil, d'autres librairies en Côte d'Armor, Tom Librairie, tout près de Paimpol. Ça reste une très belle longévité et il faut... chaque jour pouvoir se renouveler, réinterroger ses pratiques professionnelles. Donc on ne peut que saluer cette longévité. Alors pour vous, l'aventure elle est plus récente, Solveig Touzé. Vous allez fêter vos 5 ans à la librairie de la Nuit des Temps. Qu'est-ce qui donne envie d'ouvrir sa librairie? Alors vous, contrairement à Valérie et Benoît Le Louarn, vous étiez déjà dans le milieu. Absolument. Avec Ayla, mon associée, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années puisqu'on faisait notre apprentissage en librairie dans la même librairie à Nantes. On avait gardé contact au fil des années. Le projet, pour chacune d'entre nous, était déjà présent de se dire un jour plus tard, on ouvrirait peut-être une structure. Et puis en discutant ensemble de pratiques professionnelles communes, d'envies similaires sur le métier, on s'est dit pourquoi pas essayer ça ensemble. C'était aussi une envie de pouvoir... s'implanter sur un territoire. Le métier de la librairie aujourd'hui, il demande une certaine mobilité. Les places ne sont pas forcément extrêmement nombreuses. Et donc après quelques années à aller de ci, de là en France pour travailler dans différentes structures, il y avait aussi l'envie de pérenniser quelque chose dans un endroit et donc de monter cette librairie. Et c'était un sacré défi que de se lancer dans une ville comme Rennes où il y a déjà pas mal de librairies. Alors, à la fois, c'était un défi puisque je pense que n'importe quelle ouverture est toujours un défi. À Rennes, on avait cette configuration extrêmement intéressante d'avoir de très grosses structures généralistes qui côtoyaient des structures plus petites spécialisées. Entre les deux,
il n'y avait pas forcément de librairie généraliste de taille moyenne. Donc, c'était aussi l'idée de pouvoir se positionner sur ce secteur-là et d'être un pont entre entre d'autres formats possibles. Marie-Cécile Grimaud, quel est le profil aujourd'hui des personnes qui viennent dans le milieu de la librairie? Alors, il est assez divers. Parce qu'on a 2 exemples différents. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, on a vu que beaucoup de personnes qui venaient d'un autre milieu professionnel ont pu prendre le temps de réfléchir à un autre projet professionnel et se sont lancés dans le secteur de la librairie. Là, sur les 12 créations aujourd'hui, les 12 librairies qui se sont ouvertes cette année, 7 personnes viennent d'autres milieux professionnels. Ils sont pour ça très bien accompagnés, notamment par l'École de la librairie, qui est l'Institut de formation nationale des professionnels de la librairie. Et les nouvelles ouvertures, elles se situent uniquement en centre-ville ou il y a quand même une ouverture vers d'autres territoires? Et c'est vrai que pendant des années, on a vu que les librairies étaient très présentes dans les métropoles, sur les zones côtières. Mais aujourd'hui, on voit des ouvertures en centre-Bretagne. Je pense notamment à une librairie qui a ouvert au Fawet, une librairie qui a ouvert à Montcontour, et puis des projets d'agrandissement dans deux librairies existantes, comme à Quintin, où une librairie de 30 mètres carrés aujourd'hui occupe un espace de 200 mètres carrés. Donc on voit que tout le maillage se densifie, même à l'intérieur de la Bretagne. Et vous suivez, vous, personnellement, les ouvertures de librairies Oui. Ça intéresse toujours? Oui, bien sûr, parce qu'après, on se dit, tiens, des nouveaux collègues, après, il y a des gens qu'on connaît qui montent des projets, il y a des gens qui se mettent dans des projets collaboratifs, notamment en Centre-Bretagne. Donc, bien sûr qu'on regarde. Puis on se regarde forcément parce que c'est un monde très transparent. En fait, on est tous sur l'observatoire de la librairie. Tous les jours, on a les chiffres de ce que tout le monde a vendu, tout le monde a acheté. Enfin, la plupart des... Combien il y a de libraires 300 et quelques qui sont sur l'observatoire ou sur Datalib, qui est aussi une autre plateforme où en fait on donne tous nos chiffres. Donc c'est un milieu très transparent, mais parce qu'on a la loi langue aussi. On n'est pas dans un milieu concurrentiel, on vend tous les livres au même prix. Donc voilà. Et quand on baigne dans l'univers littéraire, comme vous tous ici, quel est votre rapport au livre? Sabek Touzé? Alors c'est un rapport de passion forcément. Après, je pense qu'il ne faut pas cacher aussi les réalités derrière ce métier. On a beaucoup tendance à dire que les métiers culturels et les métiers de passion, on peut faire ça sans compter ses heures, sans avoir besoin d'être rémunéré, etc. Donc je pense que c'est important de pas surglorifier le livre. Après, le livre, c'est un réconfort, c'est un ami, c'est quelque chose vers lequel on se tourne à différentes étapes de la vie et au quotidien. Je pense que c'est surtout ça, en tout cas pour moi. Et pour vous, Valérie? Moi, c'est pareil. Je suis, en fait, si j'ai pas une pile comme ça à côté de mon lit, je suis pas bien. Enfin, c'est pas que je suis pas bien, mais puis c'est un moment de retour au calme. En fait, un moment où je me retrouve aussi, parce qu'on fait un métier où on parle beaucoup. On est quand même dans de la vente, donc il faut convaincre, il faut transmettre, il faut conseiller, il faut écouter les gens. On écoute beaucoup aussi. Nous, on est dans une toute petite ville. On a un rapport. Il y a très peu d'anonymat chez nous. Les gens, ils viennent, ils vous racontent leur vie. On connaît leur famille. Enfin, et donc le soir, se retrouver au calme, sans bruit, avec sa pile de livres et un bon bouquin, c'est essentiel. Enfin, moi, j'en ai besoin pour bien dormir. Voyez. Benoît Lelouarn, le livre a toujours eu une place importante dans votre vie? C'est Mishka que ma grand-tante me racontait quand j'étais petit. Ouais. Et là, j'ai la nouvelle édition de Mishka qui est arrivée cette semaine. J'ai été comme un enfant. On ouvre des cartons toute la journée. C'est Noël tous les jours. Ouais. C'est un métier passionnant. C'est vrai qu'il faut avoir les pieds sur terre, mais le contact avec le livre, c'est juste quelque chose de magique tous les jours. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on prend du plaisir. On ne s'en lasse pas. Au bout de 17 ans, on est toujours aussi émerveillé. Allez, Marie-Cécile Grimaud, la dernière à passer, votre rapport au livre. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les libraires arrivent à garder cette curiosité. Moi, j'essaye de l'avoir en allant lire des textes qui sont édités par des éditeurs en région, où on voit qu'il y a une vraie diversité dans la production éditoriale. Donc c'est ce que j'apprécie aussi, découvrir de nouveaux textes, de nouvelles plumes. Et de poursuivre ce travail de recherche. Partons désormais retrouver Evan qui s'est rendu à la librairie L'Établi des mots. C'est la suite de la visite. Et oui, c'est la librairie la plus fun que j'ai jamais vue, puisqu'il y a une sorte de petite cabane comme ça, perchée en hauteur, où on peut se poser dans un pouf en matière recyclée. On vous en dira plus tout à l'heure, pour lire des livres. Alors on continue à parler de votre ligne éditoriale avec ce thème. Oui, alors là, c'est ce qu'on a appelé les renversants. Et ça, alors ce sont tous les livres qui vont être, on va dire, faciles à lire, alors pour plein de raisons.
parce qu'ils ne sont pas gros, parce qu'ils ne sont pas chers, parce qu'ils 2 sont € connus. poil de carotte. Voilà, donc c'est aussi une politique de petits prix. Hein. On essaye d'avoir des petits prix à peu près dans tous les rayons. C'est un peu plus compliqué en bande dessinée, on est d'accord. C'est aussi une façon pour vous de démocratiser la lecture dans un quartier Tout à fait, social. Ouais, c'était tout à fait l'idée. Et du coup, on a 2 autres thématiques aussi qui correspondent au quartier. C'est le multiculturalisme et puis ce qu'on a appelé le monde qu'on veut. Donc, par exemple, voilà, pris sur des livres comme ça, Joie militante, où on réapprend le militantisme, mais de manière positive. Voilà, une image positive du militantisme. Positif, c'est le bon mot, parce qu'ici, tout est positif. Exactement. Il n'y a que des bonnes initiatives, des bonnes idées. Et franchement, c'est top. Et alors justement, on va quitter, essayant de ne pas tomber dans les escaliers, cet espace très sympa qui vous a valu d'ailleurs ce fameux prix de l'espace intérieur pour cette petite zone perchée, puis aussi ce coin lecture. Oui. Selon vous, pourquoi vous avez remporté ce prix? D'ailleurs, ce prix qui s'affiche ici. Qui est là, oui, on est très fiers. Le jury a été sensible à l'éco-conception en fait, qu'on a mis en œuvre dans cet espace, petit espace de 60 mètres carrés à peine, avec des matériaux de récupération, des matériaux écologiques, donc du bois de récupération pour les meubles, du plastique de récupération pour les lustres. Pour les poufs qu'on a vus, là, c'était de la toile de montgolfière. On a aussi de la peinture écologique à base d'algues. Enfin, voilà, on a travaillé avec des artisans locaux. Donc voilà, on était très sensibles à l'éco-conception et ça se reflète dans notre aménagement. Et puis comme vous le disiez, il a fallu être malin parce que 60 mètres carrés pour avoir pas mal de livres et aussi votre réserve. D'ailleurs, la réserve est en dessous, l'espace pouf. Elle est ici, je vous montre vaguement parce que c'est pas très bien rangé. Voilà, vous avez vu. J'avais une question. Comment est-ce que vous choisissez tous les livres qu'on peut voir dans la boutique? Est-ce que vous les lisez tous? Non, on ne peut pas tous les lire. Il y a tellement de livres qui sortent toutes les semaines, c'est humainement impossible. On n'aurait pas, même si on faisait que ça toute la journée, ce qui n'est pas le cas, parce que la journée, on travaille dans la librairie, donc on lit le soir chez nous. Oui, le libraire ne lit pas sur son temps de travail. Exactement, voilà, contrairement au fantasme. Et ben, en fait, on est parfois aidé par les diffuseurs qui défendent des maisons d'édition et qui viennent nous montrer leur catalogue. Parfois, on se débrouille tout seul avec les catalogues. Et donc là, on essaye d'appliquer notre ligne éditoriale qu'on a décidée en collectif. Et puis, il y a les choix aussi personnels, ce qu'on estime que nos clients aussi souhaitent voir dans la librairie, parce qu'on commence à connaître un peu notre clientèle. Oui, vous vous adaptez aussi. Voilà, donc il y a tout un tas de critères, mais effectivement, non, on ne peut pas tous les lire. Et ça arrive des fois que vous renvoyez un livre qui ne se vend pas? Oui, vous avez cette en fait, possibilité-là. la librairie a cette particularité en tant que commerce de pouvoir renvoyer la marchandise. Voilà, donc il faut quand même qu'on les ait 3 mois, il faut qu'on attende 3 mois, il faut qu'on leur laisse aussi la chance d'être achetés. Mais on peut les retourner, effectivement, ce qu'on appelle les retours, quand ils ne se sont pas vendus et qu'on estime qu'ils ne sont pas forcément à leur place ici. Oui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les sociétaires, les coopérateurs peuvent faire leur propre sélection. Oui. Et des fois, vous allez aussi en dehors de la librairie présenter des livres. Mais tout ça, on en reparlera dans une poignée de minutes. À toi, Anne Fanté. À tout à l'heure, Evan. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que chaque librairie a en quelque sorte sa personnalité. Je voulais vous demander, à quoi ressemble votre librairie? Quelle image vous avez l'impression de véhiculer à travers votre métier passion? Je pense qu'elle a évolué, notre image. Au début, on était des gros débutants, parce que même à Paimpol, les gens disaient ils vont jamais tenir. Maintenant, on a l'impression d'être des brontosaures. Enfin, j'exagère, mais on est installé dans le paysage de cœur de ville. En plus, on travaille beaucoup à la redéminisation de ce cœur de ville à Paimpol. On est très attaché justement au fait que les petites communes doivent redevenir des espaces de vie. Donc voilà, après, je pense qu'on a fait une librairie qui nous ressemble, enfin, comme on aurait aimé en trouver, où tout le monde peut trouver sa place. C'est une librairie assez intergénérationnelle. On est moins marqué que Solveig et Ayla, parce que même si on a aussi des rayons, enfin des livres en commun, après on a quand même fait des choix. Il y a des livres qu'on a décidé de ne pas avoir en rayon en ce moment, par exemple. Ça, c'est des vrais choix. C'est des choix de libraires. Et des choix assumés et des choix d'équipe de librairie. Voilà, il y a des propos qu'on n'a pas envie de trouver dans notre librairie. Voilà. Et y a-t-il des genres ou des thèmes que vous mettez davantage en avant, Benoît Lelouarn? Il nous arrive fréquemment de faire des thématiques. On essaye de coller à l'actualité, on essaye d'être, dans le... Mais en même temps, on n'hésite pas non plus à faire nos propres choix, de mettre en avant une partie du fond. Oui, on peut dire que c'est
Là, j'ai bloqué un peu. Ouais, en fait, après, on a C'est un assez peu de tout. généraliste. C'est assez malgré tout. généraliste, mais Ouais, vous voyez, d'accord. on a parce que voilà, il y a des gens comme Solveig et Mais justement, là ouais. qui ont attiré notre attention. Donc on a développé un rayon sur les genres. Voilà, l'écologie, ça fait longtemps que c'est un rayon qui est très présent chez nous. Moi, j'étais prof d'histoire, donc on a un gros rayon histoire parce que voilà, faut que les passions servent. Enfin voilà, c'est. Et justement, Solveig Touzé, dès vos débuts, vous avez voulu aussi axer assez vite sur des thématiques Absolument. assez féministes, antiracistes, écologiques. Tout à fait. Nous, c'était... alors, on reste une librairie généraliste puisqu'on a effectivement envie que différents types de clientèle puissent se croiser et ne pas non plus nous s'enfermer dans des lectures. On a envie de pouvoir aller piocher un peu partout. Mais cette thématique, notamment la thématique féministe, elle était présente dès le départ dans des proportions beaucoup plus réduites. On avait peut-être peur à ce moment-là que ce soit une petite marotte de notre part. On ne savait pas si la clientèle allait être réceptive à ce genre de choses. C'était milieu 2017, on était avant le mouvement MeToo, etc. Donc les rayons féministes étaient assez peu développés dans les librairies. Et l'histoire vous a donné raison. Et en fait, voilà, malheureusement, j'ai envie de dire, ce sont des thématiques qui ont été extrêmement bien reçues par notre clientèle, qu'on a développées parce qu'on a un vrai tropisme pour ça, parce que ça nous intéresse. Et parce qu'on pense que c'est important aussi de donner les informations aux gens. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins, ils les ont. Et quand vous dites tout à l'heure que c'est Ayla et Solveig qui vous ont un petit peu ouvert là-dessus, vous vouliez dire quoi ? Parce que c'est toujours intéressant de voir quand il y a des nouvelles librairies qui ouvrent. Quand nous, on a vu qu'il y avait une nouvelle librairie qui allait ouvrir à Rennes, on s'est dit, le pari, il est audacieux. Ouais. Alors, soit ces nouveaux libraires, on ne savait pas que ça allait être des nouvelles libraires à la base, quand on a su qu'il y avait une librairie qui ouvrait. Soit elles vont faire une librairie de quartier très intergénérationnelle, un peu comme la nôtre, mais à Rennes. Soit elles vont faire quelque chose de plus identifié, plus problématisé. Et donc, forcément, ça a attiré notre regard. On s'est dit, s'il y a des gens qui croient en fait, qu'on peut porter cette littérature, porter cette réflexion, porter ces essais, il faut aussi que nous, on en tire les conséquences et qu'on y aille aussi. C'est aussi logique que dans notre petite ville, on puisse aussi s'intéresser sur la question du genre. Voilà. Et c'est un rayon, chez nous, qui a le vent vraiment en poupe. C'est très impressionnant. Et c'est tant mieux. Cécile Grimaud, est-ce qu'il y a beaucoup de librairies thématisées ou est-ce que finalement le gros reste généraliste ? Alors la majorité des librairies sont généralistes, c'est vrai. On a quelques belles librairies qui sont thématisées, je pense, et qu'on ne retrouve pas autre part en France. Je pense notamment à la librairie Greenwich, spécialisée en littérature étrangère à Rennes. On a une librairie spécialisée en archéologie, en beaux-arts à Brest. Vraiment des libraires qui ont pris ce pari. Et après, le rôle de la librairie indépendante, sans avoir de spécialité, c'est vraiment de défendre des titres qui ont été oubliés, des titres qui ne sont pas connus. Et pour ça, chaque librairie, même si elle est généraliste, recouvre une certaine spécificité. On ne pouvait pas faire cette émission sans évoquer la crise sanitaire qui a ébranlé le secteur. J'avais envie de vous demander, avec le recul, quels sont les enseignements que vous tirez de cette crise ? Sur vous, sur votre façon de faire, sur le rapport avec le client ? C'est qu'il faut continuer à se remettre en question tout le temps, il faut s'adapter. On a participé au moment où il y a eu le confinement, on a travaillé sur le déconfinement. Donc il a fallu se mettre en ordre de marche. Après avoir cette période d'arrêt complètement folle, il a fallu se remotiver. Donc comment s'adapter, comment adapter le fond, faire un sens de circulation dans la librairie, ça... On s'est rendu compte qu'en fait, c'était une bonne idée, ça, puisque des gens étaient obligés de faire le tour de tous les rayons et que, du coup, découvrir des rayons qu'ils n'avaient pas forcément... en train de nous dire. Et en fait, de se remettre en question à cause d'une crise sanitaire et en étant exigeant, bien sûr, sur le respect des règles, ça nous permettait non pas de perdre des clients, mais au contraire d'en gagner et de montrer qu'on était sérieux, de montrer qu'on pouvait s'adapter, tout simplement, réagir, ne pas se laisser abattre. Et puis, on a surtout été soutenus par les clients qui ont vraiment marqué leur attachement depuis cette crise au centre-ville, qui ont un peu délaissé l'achat par Internet et qui se sont dit, mais en fait, chez mon libraire, il y a du choix. On est bien accueillis. Je vais un peu plus acheter chez eux que chez des grands distributeurs. Solveig Touzé, qu'est-ce que ça a changé pour vous, déjà, personnellement ? Est-ce que vous vous êtes dit...
à un moment donné, je suis un libraire formidable parce que les gens étaient contents de me voir. C'est vrai que le soutien des clients et des clientes a été extrêmement bénéfique pendant cette période. Ça faisait forcément chaud au cœur. Je pense que là, toutes les librairies de France se sont senties portées par leur clientèle. Après, nous, ça nous a permis de réfléchir, effectivement, de se remettre en question en permanence, donc c'est jamais mauvais, et de réfléchir notamment à notre utilisation des réseaux sociaux. Lors du confinement du mois de novembre, où on fonctionnait en click and collect, on s'est vraiment posé cette question de, puisque les gens ne peuvent pas rentrer dans la librairie, ou juste accéder à la caisse à l'entrée, comment est-ce qu'on fait, nous, pour sortir la librairie de ces murs pour leur montrer ce qu'on a en rayon. Donc on avait pris l'habitude de poster tous les jours une sélection thématique, vraiment de manière extrêmement large, en piochant, pas forcément dans les nouveautés, mais en allant chercher dans nos rayons, juste pour montrer aux gens, ça existe, on a ça. Voilà. Pareil, après, vous en faites ce que vous voulez, mais nous, on va vous montrer que c'est pas parce que vous êtes coincés chez vous et nous, dans la librairie, qu'on peut pas se rencontrer autour de livres. J'imagine qu'il est encore un peu tôt pour voir les effets de cette crise sanitaire, mais qu'est-ce que vous pouvez sentir, vous, à Livre et Lecture en Bretagne, des effets de cette crise? Alors c'est peut-être moins les effets que les enjeux sur le long cours. C'est vrai qu'on disait qu'il y a eu beaucoup de créations et des créations à venir de librairies indépendantes. Donc je pense qu'en tant que libraire, il y a cet enjeu de rester et de perdurer sur le long cours, comme le montrait bien la librairie Le Renard, et d'être identifié comme un commerce culturel indépendant sur un territoire donné. Et de se défendre vis-à-vis des plus grosses structures et notamment des concurrents Internet. La loi du livre le permet, elle est encore en cours d'évoluer puisque aujourd'hui les frais de port minimaux, des frais de port minimaux seront, je l'espère, bientôt fixés. Et puis un autre enjeu, on parlait de bibliodiversité, d'offres culturelles diverses et qualitatives. Je pense que ça sera un vrai enjeu pour les librairies indépendantes pour se démarquer sur le long cours. Comme le ferait un bon jardinier, ça serait de veiller à la qualité de son écosystème en défendant des titres les plus divers possibles. Allez, on part de jeter un dernier coup d'œil direction la librairie L'Établi des mots où nous attend Evan et Nadège. Exactement, et vous parliez justement des librairies qui sortent de leurs murs pour aller au plus proche de leurs clients. Et Nadège, c'est aussi ce que vous faites ici. Oui. Alors on est présent sur des salons de Rennes, du quartier et puis alentour, mais surtout des locaux. Et puis on a un projet qu'on va bientôt mettre en place de vélo cargo. Donc pour amener les livres à l'extérieur, puisqu'on est complètement conscient qu'il y a des gens qui sont impressionnés par la librairie, qui n'osent pas rentrer dans une librairie. Parce qu'ils ont peur de quoi? Du jugement du libraire? Voilà, oui, déjà, en partie, du jugement du libraire, de se tromper du nom d'auteur, de ne pas se rappeler du titre. Enfin, voilà, c'est vrai, ça peut être moi aussi, intimidant. ça me stresse des fois. Ben oui, ça peut être intimidant. Donc voilà, pour toutes ces personnes-là, on a envie d'amener les livres à l'extérieur dans des endroits dans lesquels ils sont plus familiers. Par exemple, sur les marchés. Au Blône, on a plusieurs marchés. Donc ce vélo cargo nous servira à aller sur ces marchés et amener les livres à l'extérieur. Alors tout à l'heure, on parlait que cette librairie de l'Établi des mots, elle est gérée par 245 sociétaires. Oui. Et des fois, les sociétaires jouent aux libraires. Oui, tout à fait. Très régulièrement, même en faisant des sélections à thème, dont celle-ci. Je vous laisse nous la présenter. Oui, alors là, c'est la sélection sport qui est présente pour les 3 prochains mois. Donc tous les 3 mois, la sélection change et les sociétaires décident. Donc un petit groupe de sociétaires se réunit et décide de quelle thématique va être développée et ils choisissent eux-mêmes leurs livres. Ils font venir on les aide dans les circuits d'appro, mais c'est eux qui choisissent, c'est pas nous. Et ça, c'est tous les 3 mois? Tous les 3 mois, tout à fait. Oui. Et vous cherchez régulièrement des nouveaux sociétaires? Oui. Alors nous, on a vocation à être le plus nombreux possible. Donc si les gens sont intéressés, il n'y a aucun souci pour venir nous rejoindre en tant que sociétaire. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, vous m'avez sorti une phrase choc qui pourrait être d'ailleurs marquée au-dessus du mur. J'ai fait comme vous avec la raclette. J'ai fait une petite blague. Je dis plus on est de fous, plus on lit. Voilà, c'est vrai, c'est une bonne philosophie. On sent bien qu'ici, c'est plus qu'une librairie. Vous avez vraiment envie que, j'imagine que ça soit un vrai lieu c'est ça, avec une âme. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a soigné la décoration, qu'on a soigné les espaces de lecture, parce qu'on avait envie de faire quelque chose de cosy, confortable, et ça marche parce que déjà on a eu ce prix, et puis les gens nous disent « Oh, c'est super, on a envie de rester, de prendre un livre, de bouquiner ». Et c'est ça qu'on voulait. Alors on est une structure commerciale, on a un chiffre à faire, mais on a envie aussi d'être un espace de rencontre, d'échange.
et que surtout les gens ne se sentent pas obligés d'acheter quelque chose quand ils viennent chez nous. C'est ça qui est bien avec les librairies indépendantes, Tout à on fait. ne le rappellera jamais suffisamment. Vous pensez que ça pourrait devenir une généralité, la librairie coopérative ? Oui, j'en suis persuadée même. Il y a des librairies, on a des librairies coopératives en France qui sont déjà à un certain âge et qui tiennent. Il y en a beaucoup ? Il y en a une dizaine a priori, mais c'est émergent. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont très vieilles, mais la plupart ont été créées dans les 2-3 dernières années. Donc c'est émergent, mais ça, voilà, on a des exemples qui montrent que c'est un système qui fonctionne financièrement, économiquement. Et donc oui. Alors pour préparer Noël, ce sera notre dernière question. J'ai demandé à Nadège de nous présenter son livre préféré du moment. Oui. Alors on vous du écoute, j'ai moment, hâte de savoir. mon livre préféré, c'est Le Parfum des Cendres, donc de Marie Manger aux éditions Finitude. Et c'est une très belle histoire d'une rencontre entre un jeune garçon qui a un nez absolu, un peu comme une grenouille dans Le Parfum de Suskind. Voilà, il a le nez absolu, et une jeune fille qui, elle, a la particularité d'avoir vécu avec une mère sourde et donc a découvert la musique très tard et est très très fan de musique. Et voilà, ces deux sens et ces deux personnes vont se rencontrer et s'apprivoiser, c'est très beau. Le Parfum des Cendres, si ça vous intéresse. Je vous laisse parce que maintenant il faut que j'aille à la caisse. J'ai déjà trouvé un cadeau de Noël pour mon papa. Allez, à toi, Anne Fanté. Merci beaucoup, Evan. À demain. Et justement, la transition est toute faite. C'est à votre tour de nous présenter vos livres coup de cœur, exercice familier pour un libraire. Je vous laisse commencer, Valérie Lelouarn. C'est le David Diop, La porte du voyage sans retour. Ça fait partie des livres que j'aime parce que c'est des livres qui nous font nous échapper, nous évader, mais en même temps nous portent à réfléchir et à nous questionner sur le monde qui nous a précédés et sur celui à venir. Donc c'est l'histoire d'un botaniste qui part en 1750 le long du fleuve Sénégal pour recenser la flore au moment où se met en place de façon très accélérée et très accrue la traite négrière. Voilà, c'est porté par une écriture magnifique. C'était mon coup de cœur dans la sélection du Goncourt. C'est un auteur que j'adore et voilà, je suis très heureuse. C'est un livre aussi intergénérationnel, tout le monde peut le lire. Voilà, bon, il n'aura pas le Goncourt du lycéen, il a à déjà l'ancienne eu, prof d'histoire, évidemment. Oui, mais en général, j'aime pas trop les romans historiques. Mais là, je trouve que le côté historique, il est très léger, quoi. En fait, il y a tellement d'autres choses dedans. Voilà. Benoît Lelouarn, c'est à votre tour. Alors moi, c'est Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin, l'Iconoclaste. Mathieu Palin est journaliste, il a déjà écrit un premier roman. Et donc, il rencontre en prison un jeune qui s'appelle Toumani Koulibaly et qui est en prison parce qu'il a fait pas mal de larcins. Et on apprend que ce jeune homme a été mis en prison. C'est un champion d'athlétisme, en fait. Le soir où il a gagné son titre de champion de France de 400 mètres, au lieu de le fêter le soir en 2015 avec ses amis, sa famille, le soir, il a pris une cagoule, il a rejoint 3 complices et ils sont partis faire un vol assez important. Ils se retrouvent, voilà. Donc c'est un livre très, très poignant. C'est une histoire d'amitié entre Mathieu Palin et Toumani. Et on est vraiment dans la société d'aujourd'hui. On est vraiment dans une... C'est inspiré de faits réels ? C'est une histoire vraie. Alors okay. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore en prison. Il me semble qu'il devait sortir au mois de février de 2021. Mais voilà, on voit un peu ce que c'est que la vie d'un sportif. On imagine que c'est... et en fait, c'est juste passionnant. C'est un livre sur la justice, un livre sur l'amitié. C'est un livre que j'ai adoré. Solveig Touzé, votre coup de cœur lecture ? Alors, féministe ou pas ? Féministe complètement. On va pas être sur un roman avec Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, mais sur un essai. Titiou Lecoq, elle prend l'histoire depuis la préhistoire et elle va nous raconter un petit peu pourquoi et comment les femmes ont été effacées de l'histoire. Alors, si on n'est pas forcément féru ou prof ou anciennement prof d'histoire, c'est absolument pas grave. Moi, j'étais pas très bonne à l'école en histoire, mais ça m'intéressait. Et Titiou Lecoq a cette particularité d'être extrêmement accessible dans son style. Elle est très drôle. Voilà, elle nous passionne sur ce sujet et on va retracer comme ça toute l'histoire de France pour découvrir qui étaient ces femmes, qui ont disparu et pourquoi on les a fait disparaître. Marie-Cécile Grimaud, votre coup de cœur, il nous reste quelques secondes. Alors moi, c'est Alain Emery qui a écrit Orne au terre du couchant. Alors j'ai pas le talent des libraires pour vendre un livre. Si j'ai quelques secondes, je voudrais juste lire une citation. Qu'il vous désarçonne ou vous emporte, qu'il tente de vous ensevelir sous la poussière, qu'il vous rende aveugle et sourd,
Qu'il soit glacé ou brûlant, le vent finit toujours par retomber. Mais il arrive que de l'homme que vous étiez avant qu'il ne se lève, il ne reste rien. Voilà, c'était une sélection très éclectique comme on peut en avoir dans les librairies. Merci à tous d'avoir participé à notre émission et à vous qui nous regardez aussi. À demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bah ça donne envie de lire tous ces bouquins. Never seen anybody do the things you do before. They say